Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Aujourd'hui, ce live est dédié au branding et comment construire une marque forte pour se différencier sur un marché de l'impact en plein essor. J'accueille Hélène Maume, qui est designer graphique spécialisée notamment dans la refonte d'identité visuelle et de création de publicité social media pour les startups à impact. Hélène, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Je suis contente d'être là avec tout le monde, donc trop cool. Sujet intéressant, donc trop bien. Très heureuse aussi de t'accueillir sur ce live Slow Marketing. Donc pour cette interview, nous allons plonger au cœur de sujets cruciaux liés aux bonnes pratiques en marketing responsable. Et donc on va notamment aborder les sujets de branding. Mais avant ça, Hélène, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, du coup, donc je m'appelle Hélène, je suis brand et graphic designer pour les startups à impact, comme tu as dit, depuis un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi à mon compte du coup. Et j'interviens sur 2 types de missions phares. C'est, comme tu disais, la refonte d'identité visuelle. Donc je vais rarement intervenir pour créer une première version d'identité visuelle. J'arrive quand les boîtes sont déjà un peu plus matures et qu'elles ont un nouvel enjeu de positionnement, voilà, qui va justifier en tout cas une refonte d'identité visuelle. Et ma deuxième expertise, je dirais, c'est la création de visuels publicitaires pour les réseaux sociaux. Voilà. Super. Hélène, pour commencer, toi, en fait, tu as analysé la branding de plus d'une trentaine de startups à impact. D'ailleurs, tu as mis toutes ces ressources dans un Notion qu'on partagera en lien dans les ressources de cet épisode. Mais est-ce que du coup, après avoir analysé tous ces brandings-là, tu peux nous dire en quoi l'essor du marché de l'impact a changé la donne en matière de branding ? Pourquoi ça ne suffit plus aujourd'hui d'acter son univers graphique autour de l'impact ? En fait, ça suffisait à l'époque, c'est-à-dire il y a une petite dizaine d'années quand le marché a commencé à prendre de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il y avait encore très peu d'entreprises et très peu de clients à mettre en face de ces entreprises. Du coup, finalement, spontanément, ces quelques entreprises ont opté pour les codes graphiques qu'on va assimiler à de l'impact positif, c'est-à-dire du vert pour tout ce qui est environnement, etc., le bleu pour l'eau, l'océan, le papier craft pour le côté recyclable, des feuilles d'arbres pour, encore une fois, le côté environnemental. Et c'était OK de fonctionner comme ça parce que, justement, elles étaient très peu à évoluer dans cet univers-là de l'impact. Et surtout, la cible à laquelle elles s'adressaient à l'époque était très petite, mais c'était des gens qui étaient déjà très sensibilisés au code de l'écologie, au code de la transition environnementale, etc., à ces problématiques-là. Et du coup, qui étaient sensibles à ces codes graphiques de l'époque. Donc, ça matchait très bien. Et puis, de fil en aiguille, le marché de l'impact a évolué. Il y a eu de plus en plus d'entreprises qui se sont positionnées dessus. Et finalement, arrivé à un stade, il y a eu énormément d'entreprises qui se retrouvaient avec ces mêmes codes graphiques-là. Et là, certaines se sont posées la question de, OK, comment est-ce que je vais faire pour me différencier, sachant qu'on est plein à évoluer sur du vert, du bleu, etc. Et surtout, pour les boîtes les plus matures, comment passer le stade d'après, c'est-à-dire qu'une fois que leur cœur de cible est validé, c'est OK, les clients adhèrent, comment aller atteindre le but, je pense, de toute boîte à impact, qui est d'aller sensibiliser le plus grand nombre de gens, dont des gens qui sont pas sensibles de base à l'impact positif, pour normaliser des solutions, normaliser des modes de consommation qui n'étaient pas jusqu'à présent. Donc il y a cet enjeu-là de se différencier et il y a cet enjeu-là de trouver comment véhiculer et communiquer autour de son engagement auprès de gens qui ne s'y intéressent pas forcément. Je grossis un peu le trait, mais c'est ça l'idée de base, quoi. Donc voilà, travailler d'autres choses, quoi. Surtout que cette dernière cible-là pourrait au contraire être un peu rebutée par ces codes traditionnels du verre, de la feuille, etc. Exactement. Et du coup, est-ce que tu peux détailler les 4 axes principaux que les entreprises doivent explorer pour construire un univers graphique qui se démarque vraiment dans le secteur à impact aujourd'hui ? Ouais, donc moi j'en ai noté 4 pour s'éloigner un petit peu de ce côté déjà vu et revu de l'impact positif. Pour moi, ça peut être intéressant de creuser son positionnement prix. C'est-à-dire que forcément, si on se positionne par rapport à la concurrence plutôt sur du haut de gamme ou si on est sur de l'entrée de gamme, c'est une manière de travailler son univers graphique différemment. Quand on pense haut de gamme, on va avoir des codes qui sont beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus épurés, des couleurs plus potentiellement plus neutres, plus nude, ou en tout cas une palette de couleurs beaucoup moins large que si on est sur de l'entrée de gamme, où là, on va peut-être essayer de véhiculer plutôt de l'accessibilité du produit, de l'offre. Du coup, on va être sur des codes beaucoup plus arrondis, par exemple, de la douceur, enfin voilà, de la gaieté, etc. Donc, c'est 2 manières de voir les choses différentes et qui peuvent aider à travailler son univers graphique de manière différente. Point important,
on le fait pas assez, en tout cas pas de la bonne manière, je trouve, c'est se concentrer sur ses valeurs. Et on pourrait se dire que toutes les boîtes à impact ont grosso modo les mêmes valeurs, sauf que pour moi, une valeur d'entreprise qui est valable et qui est valide, c'est une valeur qu'on peut justifier par au moins 3 exemples concrets. Ok, je dis que je suis engagée pour l'environnement, pourquoi? Parce que dans mes actions, je fais ça, ça, ça. Et si on n'a pas au moins 3 exemples, c'est que c'est une valeur qui n'est pas suffisamment solide, en tout cas pour travailler un univers graphique autour de ça. Donc vraiment faire le point sur ses valeurs. Et dernier point qui en regroupe 2 en fait, c'est faire le point sur sa valeur ajoutée sur son marché. Au-delà de l'impact, on a des concurrents qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Une fois qu'on a analysé ça, ça nous permet de nous positionner aussi et de positionner notre offre par rapport à ce qui a déjà été fait et ce qui est pour le coup peut-être moins bien fait ou moins creusé. Et ce qui va aussi dans ce sens-là, c'est de regarder de très près ce que disent nos clients. Et pour moi, je trouve que c'est toujours hyper important d'interroger 5, 10, 15 de nos clients. Et en fait, les mots-clés qui vont ressortir, parce qu'il y en aura forcément en fait des mots-clés qui vont ressortir d'un verbatim à un autre, c'est pour moi autour de ces mots-clés-là qu'on va vraiment pouvoir construire un positionnement différenciant et comprendre quelle est notre valeur ajoutée de la bouche de nos propres clients. Enfin, c'est la valeur la plus sûre et autour duquel construire un univers de marque après, quoi. Super intéressant. Je l'ai pas précisé au début, mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on prendra les questions au fil de l'eau. Moi, j'aimerais bien que tu nous partages du coup des exemples concrets d'entreprises avec qui tu as réussi à construire une identité visuelle forte et unique et un peu nous dire qu'est-ce qui rend ces identités visuelles efficaces. Ouais, j'ai, à force, comme tu dis, d'avoir analysé plusieurs travaux graphiques d'entreprises à impact avec lesquels j'ai pas forcément travaillé moi-même, pour le préciser, mais ça m'a permis en tout cas, de remarquer qu'il y a 2 grandes nouvelles tendances, je trouve, qui se dessinent en termes de branding pour les boîtes à impact. La première, c'est le côté, ok, on est une entreprise à impact, on veut continuer de capitaliser à fond là-dessus dans notre univers graphique, mais comme on disait avant, il faut qu'on trouve une manière de le faire qui est différente et qui n'est pas un truc très orienté écologie, etc., qui parlera pas au plus grand nombre. Et je trouve que l'exemple le plus parlant là-dedans, c'est vraiment Back Market. Back Market qui, on le rappelle, au départ avait une identité visuelle qui était très orientée justement, comme on l'a dit avant, autour du vert. Il y avait beaucoup d'arrondis, il y avait énormément d'illustrations dans leur univers graphique, des couleurs pastel. Et ils en sont arrivés, comme on le disait un petit peu avant, à un stade où il fallait qu'il y ait ce switch qui se fasse pour pouvoir aller cibler le plus grand nombre. Et du coup, ils se sont dit, on reste dans ce truc de l'impact positif et on véhicule notre engagement, mais on va le faire en suivant les codes punk. Et les codes punk, c'est quoi finalement? Le mouvement punk, c'est la rébellion contre un système qui nous déplaît, contre des normes sociales qui ont été établies et auxquelles on veut plus avoir affaire. Enfin, c'est vraiment un énorme côté révolutionnaire. Et les codes graphiques et visuels du punk, c'est du noir avec des couleurs très vives. C'est des mots-clés forts, c'est des témoignages forts, quelque chose qui est très audacieux, qu'on retrouve complètement dans la communication de Back Market aujourd'hui, dans son branding de manière plus générale. C'est quelque chose qui est énormément axé autour du noir. Il y a les couleurs vives qu'on retrouve. Et ce qui est hyper intéressant dans leur com, en tout cas un élément qui est hyper intéressant, c'est les stickers qu'on retrouve très souvent dans leur com et qui ont vraiment cet effet, on a collé ce sticker contre le mur histoire de dire on véhicule notre message fort et après on part en courant. Enfin, je grossis le trait encore une fois, mais c'est un peu l'idée. Et c'est une manière hyper intéressante de véhiculer ce côté révolution, mais de manière un peu sexy et tendance finalement. Et l'autre grande mouvance ou tendance que j'ai notée aussi au niveau du branding, c'est le côté très joie, gaieté, révolution joyeuse. D'ailleurs, je parle de révolution joyeuse, mais La Fourche l'illustre très bien. Justement, c'est vraiment leur nouveau mantra, c'est d'embarquer le plus de monde possible dans une nouvelle manière de consommer des produits, etc. Du coup, tout leur univers graphique est très orienté autour d'illustrations, autour de polices de caractères qui sont très grasses, mais en même temps très arrondies pour véhiculer de l'accessibilité. Tout leur univers graphique est vraiment tourné autour de ça et leur message clé, parce que ça va au-delà de l'univers graphique finalement, tout tourne vraiment autour de ça. Et l'autre marque qui fait ça très bien aussi, c'est 900 Care, qui est donc une marque de cosmétiques bio-éthique. Et eux, pareil, ont un univers graphique qui est hyper peps, dynamique, moderne. C'est des couleurs vives, du bleu, du jaune, du rose. Sur leur compte Instagram, ça se voit très très bien d'ailleurs. Et eux, leur mantra, c'est le concept du happy change, c'est-à-dire qu'on peut changer les choses et révolutionner les choses, mais en faisant ça dans la bonne humeur en fait. Et c'est presque cette tendance-là, je trouve, qui se démarque même par rapport à celle que j'expliquais avant avec Back Market, parce qu'elle est peut-être un peu plus simple à mettre en place de différentes manières en fait et à exploiter que la première. Donc voilà. J'adore parce que les trois exemples que tu as donnés, en plus, c'est pas juste uniquement l'univers graphique, c'est même le tone of voice et j'ai envie de dire même jusqu'à des stratégies de packaging. J'ai commandé il y a pas longtemps, j'ai fait ma première commande avec 900 Care
Et jusqu'à leur packaging, il y a des jeux dedans. Enfin, je trouve que c'est hyper. On a ce côté ludique et fun, et en fait, faire le bon choix, ça peut être aussi marrant, quoi. C'est pas toujours être dans le sacrifice écolo, quoi. Super intéressant. Selon toi, c'est quoi le process que tu recommanderais aux startups qui sont engagées et qui voudraient commencer justement cette réflexion de refonte de leur identité visuelle? Ouais, il y a plusieurs étapes. La première, pour moi, c'est d'être de manière très opérationnelle, d'être très au clair sur les problématiques rencontrées. C'est-à-dire que oui, on veut refondre son identité visuelle, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que, ok, il va falloir mettre des actions en place pour que ça change? Ça peut être différentes raisons. Par exemple, ok, on se rend compte qu'on n'est pas hyper à l'aise avec sa charte graphique, qu'on n'arrive pas à la décliner sur Instagram, alors qu'on a envie de faire de son compte Instagram une vraie vitrine de son activité, par exemple. Du coup, ok, problématique très claire, on perd du temps, on ne sait pas comment faire. Deuxième étape, c'est ce qui va nous permettre de définir des objectifs concrets. Si on a identifié la problématique, on peut mettre un objectif en face. Et du coup, on n'est pas sur une refonte qui se fait un petit peu comme ça parce que ce sera plus joli, sympa. C'est, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une refonte ou tout projet en branding, c'est un projet au même titre qu'un autre. Il faut le cadrer au maximum, de manière très concrète pour avoir des résultats derrière qui servent à notre cause finalement. Donc, on définit les objectifs. Là, l'objectif, si on prend l'exemple de la difficulté à décliner son identité visuelle sur son feed Instagram, c'est d'avoir une charte graphique social média hyper claire sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire à partir de notre identité visuelle, et pourquoi pas, je dirais 5 templates de support de communication, enfin 5 templates de posts Instagram prêts pour qu'on n'ait plus qu'à se concentrer sur le fond du message finalement et plus à perdre de temps sur la forme. Donc là, ok, on a les objectifs prêts, le plan d'action, ok, du coup il va falloir qu'on définisse nos piliers de contenu. On a 3 thématiques qu'on a envie d'aborder sur notre feed Instagram, ça va correspondre à 3 templates différents par exemple. Donc, qui va se charger de définir les piliers de contenu? Est-ce qu'on va devoir faire appel à un prestataire externe pour nous accompagner sur le développement de la charte graphique? C'est vraiment cadré à tout niveau qui fait quoi, cadré aussi dans le temps. Première étape, ça va nous prendre 2 mois. Troisième étape, 1 mois. Quatrième étape, encore 1 mois. On a 4 mois de travail sur à la fin de chacune de ces étapes. Qu'est-ce qu'on a comme livrable? Et d'avoir un truc hyper complet pour qu'à la fin, on ait le livrable final qui est la charte graphique social media et les templates en tant que Et moi, j'ai une question là-dessus. Toi qui accompagnes du coup la plupart de tes clients sur ces projets de refonte, comment est-ce que tu conseilles de faire la transition par rapport aux utilisateurs? Enfin, moi, j'ai eu cette expérience dans le passé de faire une grosse refonte graphique, vraiment un changement d'univers assez radical sur une application. Et je me souviens que ça n'avait pas été apprécié par tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont dire c'était mieux avant, je préférais l'ancien logo, l'ancienne couleur. Toi, c'est quoi tes recommandations là-dessus pour vraiment accompagner ce changement auprès de la base d'utilisateurs actuels? Mais c'est bien que tu le dises parce que ce sera toujours le cas. Il y aura jamais un nouveau branding qui fera l'unanimité, comme il y aura jamais un email envoyé qui fera 100% de taux d'ouverture. C'est pareil sur tous les projets. Pour moi, là où tu limites le plus les risques, c'est en faisant ce qu'on disait un petit peu avant, c'est en te concentrant au maximum sur les retours de tes utilisateurs, parce qu'en fait, c'est de là que vient la source de la réponse, et c'est ce qui te permettra d'éviter d'avoir un maximum de gens qui vont te dire j'aime pas, parce que finalement, plus tu prends en compte leur retour à eux avant de commencer le travail, moins t'as de chance en tout cas de te planter au niveau de la refonte, quoi. Ok, très intéressant. Selon toi, aujourd'hui, c'est quoi les plus grands défis auxquels les startups à impact font face lorsqu'elles essayent justement de concilier une esthétique, un branding attrayant avec un message qui est vraiment significatif et qui est important et qui est même carrément dans l'urgence, notamment sur l'impact climatique. Comment on fait pour concilier tout ça dans son branding? C'est une très très grosse question et je pense qu'il n'y a pas une réponse à la problématique. C'est juste que ce défi-là, c'est de réussir à rendre sexy finalement d'une manière ou d'une autre un produit qui n'est pas forcément aux yeux de quelqu'un, mais en le packageant d'une certaine manière, ça lui parlera en fait. Et c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est trouver une manière de continuer à communiquer, en tout cas dans les mots, mais sur son engagement, mais de trouver une manière graphique qui s'éloigne un petit peu de ça. En gros, si on avait une jauge au tout départ, pour les premières boîtes à impact, de comment je communique sur mon engagement, elle aurait été à 100%. Là, l'idée, c'est d'essayer peut-être de la réduire à 70, 80 et de réserver ces 20-30% restants à une communication qui soit axée peut-être plus sur c'est le côté urgent, mais on peut le faire ça de manière cool quand même, ça peut quand même être intéressant, ça peut quand même être accessible. Enfin voilà, c'est trouver d'autres mots-clés à mettre en face de son engagement plutôt que, je pense, le côté urgent, etc., quoi. Du coup, j'ai en tête l'exemple de 900 Care que tu as cité avant, où notamment ils ont une grosse campagne Instagram avec ces publicités sur le fait de gâcher de l'eau en vidant... comme si tu achetais de l'eau en fait en achetant notamment des produits de lessive ou quoi que ce soit traditionnel.
Donc en fait, eux, ils ont switché en venant en centrer sur le pain point utilisateur, enfin l'effet de l'impression d'acheter de l'eau pour rien, quoi, versus trop insister sur le message d'impact environnemental derrière, quoi. Ouais, bah, insister sur le message environnemental derrière, comme dit, je pense que ça fonctionne auprès d'une cible qui est sensible à tout ça. Mais c'est intéressant de voir, comme tu dis, comment ils ont retourné le truc pour que l'action reste la même derrière, pour économiser l'eau, mais on va pousser les gens à l'action d'une manière différente parce que forcément les problématiques utilisateurs sont pas les mêmes, en tout cas la sensibilité n'est pas la même. Ouais. Avec ton expérience, du coup, tu as pu certainement observer des erreurs communes dans la construction d'identité visuelle. Est-ce que tu aurais des conseils ou des pièges à éviter, à nous recommander? Ouais, j'en ai trois principaux. Le premier, je dirais pas que c'est une erreur parce que ça se fait de manière assez régulière dans le monde de l'impact et même ailleurs d'ailleurs. Il faudrait éviter au maximum de construire son univers graphique autour directement de son produit ou de son service, mais ça, pour son produit, c'est plus marquant. Et là, je peux prendre l'exemple de Hors Norme, du coup, qui a changé d'identité visuelle récemment, justement. Mais l'un de leurs premiers logos, c'était vraiment le nom de la marque avec une espèce d'icône qui représentait du coup leur produit phare, un légume pas déformé, mais qui rentre pas en tout cas dans les cases de ce qu'on peut imaginer être un légume bien cultivé, propre, digne à la consommation. Parce que c'était ça leur cœur de métier à l'époque, c'était vraiment de sauver du gaspillage alimentaire tous les légumes qui ne correspondaient pas au code de la grande distribution, donc des légumes qui étaient un petit peu abîmés ou qui avaient effectivement deux jambes comme cette carotte de leur logo. Et le souci entre guillemets qu'ils ont rencontré, c'est que arrivé à un certain stade, ils ont voulu élargir leur offre et intégrer du coup à tout ça aussi tout ce qui est produits d'épicerie qui pouvaient être gaspillés parce que il y avait un sachet de pâtes qui était un petit peu écorné, enfin voilà. Alors qu'en vrai, tout restait très sain et propre à la consommation sans aucun problème. Sauf que du coup, le logo carotte représentait plus du tout l'entièreté de leur gamme puisqu'il s'ouvrait aussi à tout ce qui était riz, pâtes, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont en partie refondu leur identité visuelle. Donc première erreur entre guillemets à éviter. Deuxième erreur, ça qui est très important, je pense, c'est d'oublier de réassurer. Ok, on refait notre identité visuelle, mais derrière, on vous oublie pas, vous, les premiers consommateurs qui êtes passés par nous. Notre engagement reste le même, ça ne change pas. C'est simplement qu'on va essayer d'aller un cran plus loin pour toucher un maximum de monde. Et donc, du coup, la com change, mais l'engagement reste le même. Et les marques, qu'est-ce que j'ai en tête comme marque qu'il a fait je crois que La Fourche, au moment d'avoir refondu son identité visuelle, avait communiqué dessus. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve généralement dès qu'il y a une énorme refonte, faite par une marque, en tout cas, qui est bien établie, etc., et qui, justement, est hyper connue par des utilisateurs. C'est un gros changement. Enfin, il faut vraiment l'accompagner et pas juste balancer ça comme ça. Donc, on n'oublie pas de réassurer. Et dernière préconisation, c'est vraiment d'éviter ne pas attendre un effet waouh en regardant cette nouvelle identité visuelle. Ça, c'est une remarque qui est très globale, liée à tous les projets graphiques et pas seulement pour les boîtes à impact, mais je préfère le rappeler quand même. C'est l'effet waouh, ne l'oublions pas, est quelque chose qui est très subjectif et du coup, on peut être sensible à des codes graphiques qui correspondraient pas du tout à ce que l'on veut que notre entreprise véhicule comme message. Et du coup, c'est hyper important de prendre un maximum de recul, même si je sais que c'est pas facile, mais de prendre un maximum de recul et de se rappeler que le branding, c'est pas la solution miracle à tous nos problèmes. C'est un outil marketing comme un autre, mais ça reste un outil pour nous aider à atteindre un objectif. Et si dans les faits, l'objectif est atteint, même si on s'évanouit pas chaque fois qu'on voit notre identité visuelle parce qu'elle est incroyable, c'est pas grave et c'est normal, quoi. Donc voilà. Oui, j'aime bien ce rappel. D'ailleurs, quand tu avais parlé du processus, tu avais vraiment commencé par une refonte doit partir d'un objectif concret et pas juste de j'aime pas la couleur du logo ou j'en ai marre de voir ce logo depuis 4 ans. Ça peut être la base, mais il faut creuser derrière, quoi. Oui. Ouais. On arrive aux questions de la fin, donc n'hésitez pas si vous voulez poser des questions dans le chat pour qu'on les prenne. Hélène, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Je pense à un marketing, je reste dans mon côté très opérationnel, un marketing qui répond à des objectifs. En fait, je peux mettre ça en un exemple pour que ce soit plus clair. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, par exemple, il faut qu'on soit présent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, parce que c'est comme ça. C'est voilà, toutes les boîtes sont présentes sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est le marketing traditionnel. Et pour moi, le marketing slow, ou en tout cas plus engagé, c'est un marketing qui, encore une fois, répond à des objectifs. Je veux être sur Instagram parce que blablabla, tant et tant d'objectifs listés, et c'est concret et c'est précis. Et si j'ai pas d'intérêt sur YouTube pour l'instant, je n'ouvre pas YouTube. Enfin, c'est vraiment que chaque action marketing réponde à un objectif et soit pensée plutôt que de faire parce que on a l'impression qu'il faut faire comme ça, parce que toutes les autres boîtes le font. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, quand je reprends un accompagnement, souvent, je diminue énormément les canaux
de communication parce qu'en fait, la plupart des entreprises sont présentes sur partout et je suis là, ok, on va prendre step by step parce que ça sert à rien d'être partout si c'est pour juste brasser du vent et des posts sans objectif. Ok, super. La question de la fin, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast? Grosse question aussi. Du coup, j'ai bien réfléchi parce qu'il y a énormément de profils intéressants en vrai. Mais je pense que Solène Thomas aurait sa place sur ce podcast. Solène, c'est une connaissance qui aide les dirigeants de la Green Tech à devenir des leaders d'opinion. Donc, elle les accompagne à la fois sur leur prise de parole LinkedIn et en créant des contenus complexes et longs type livre blanc, e-book, etc. Et elle est très focus, du coup, acteur de la Green Tech et très sympathique aussi à écouter. Elle vulgarise énormément les choses. Donc, c'est hyper intéressant de discuter avec elle, en tout cas. Ok, trop intéressant. J'irai contacter Solène Thomas pour la rencontrer. Merci Hélène, on va clôturer ici. Je remettrai bien sûr le lien d'ailleurs on peut la mettre tout de suite en commentaire sur ce live, mais ça sera aussi dans les ressources de l'épisode, vers la bibliothèque d'études de cas de branding que tu as construite. Je vous invite vraiment à aller la regarder parce que c'est passionnant de voir toutes ces identités visuelles et surtout l'analyse que tu as pu en faire. Et ça permet, notamment, si on se pose la question d'un projet de refonte, de pouvoir comparer et regarder aussi, avoir plus de pistes vers quoi on veut aller et pourquoi. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter, Hélène? On conclut là-dessus. Non, merci beaucoup en tout cas pour votre présence. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, même plus tard, à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, merci Anaïs de m'avoir invitée, quoi. Merci Hélène, c'était un plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.